À vous quatre qui nous avez rejoints et bienvenue. Merci surtout. On est là ce matin pour parler ensemble de la protection des données. C'est un petit peu le thème qui va nous occuper, mais par le biais de différents règlements qui ont été appliqués ou qui vont être appliqués. Bienvenue Clémence, bienvenue Emmanuel, bienvenue Nicolas et bienvenue Jean-Nicolas. Je vous invite pour commencer par nous présenter, par vous présenter les uns après les autres, si vous voulez bien. Je pensais commencer par Emmanuel, si vous voulez bien nous présenter un petit peu vos activités, puis votre poste. Volontiers, merci. Peut-être simplement, même si c'est pas mon office, dire aux invités qui ont les micros ouverts qu'il serait mieux de les couper pour éviter les futurs larcènes ou bruits parasites. Je suis professeur à l'Université de Strasbourg, professeur de droit privé. Je dirige le parcours de master cyberjustice et ça fait quand même une bonne décennie maintenant que j'ai pivoté du droit des affaires, qui était ma spécialité d'origine, au droit du numérique au sens large. On va bientôt publier avec mon ami Valère Ender un ouvrage sur les réseaux sociaux. Il devrait sortir fin octobre, début novembre. Je travaille aussi sur les données personnelles et c'est pourquoi vous m'invitez aujourd'hui. Et je vous en remercie. Et puis sur d'autres questions encore, intelligence artificielle, contrat électronique, commerce électronique. Et j'anime notamment une chronique de numérique et vie des affaires à la revue trimestrielle de droit commercial avec le professeur Thibaut Douville de l'Université de Caen. Voilà quelques éléments de départ. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Nicolas, Nicolas Courtier, bienvenue à vous aussi. Bonjour, merci Bonjour. de m'accueillir. Donc, en ce qui me concerne, je suis principalement avocat avec une activité presque uniquement dans le numérique. Enfin, je préfère dire autour de la donnée. J'ai fait toute ma carrière autour de la donnée dans les évolutions successives du traitement de la donnée avant qu'Internet existe. Et puis ensuite, on est passé dans une autre époque. Je suis maître de conférences associé à l'Université d'Aix-Marseille. J'enseigne le droit des données personnelles, le droit de la cybersécurité, lutte contre le fraude informatique et aussi la procédure en propriété intellectuelle quand même. Donc, c'est mes trois spécialisations. Numérique au sens large, données à caractère personnel et propriété intellectuelle, et j'ai un certain nombre, un nombre probablement trop important, de missions de DPO externalisées pour tout type de structures qui nous permettent de voir pas mal de cas d'usage. C'est ça qui est très intéressant dans nos domaines. Et dernière chose, j'ai été président jusqu'à peu et vice-président maintenant du beau think tank Cyberlex, dans lequel nous nous réunissons sur ces sujets-là et qui a l'intérêt d'être un think tank hybride entre à la fois des gens du domaine de la technique et des juristes, et donc de parler de cette frontière à laquelle nous nous rencontrons en permanence, la confrontation entre le numérique et le droit. Le virtuel et le réel. Jean-Nicolas? Si tant est que le droit soit toujours réel, mais ça, c'est un vaste débat. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci pour ce webinaire. J'enchaîne après mon confrère, effectivement, avec sa grande expérience en data. Moi aussi, je suis avocat associé au sein d'un cabinet Avoxa. On fait du droit des affaires et je me suis spécialisé plus particulièrement dans le droit du numérique. Aujourd'hui, j'interviens encore plus particulièrement en droit de la cybersécurité. L'actualité est riche, vous voyez. Je suis dans une salle de l'Assemblée nationale et vous savez certainement pourquoi, puisqu'il y a des projets de transposition de la directive NIS 2 en cours. Voilà, c'est une partie de mon activité. On fait du conseil notamment aux parlementaires et puis de la réaction à incidents de cybersécurité. Et l'une des composantes, et c'est pour ça, je pense que j'interviens ce matin, c'est de travailler sur les nouvelles réglementations européennes. Et on a lancé, avec le pôle d'excellence cyber notamment, un think tank, alors un groupe de travail sur les nouvelles réglementations européennes et donc l'articulation de toutes ces réglementations européennes. Et puis, j'ai ouvert une société commerciale, même si on est avocat, on peut quand même ouvrir des sociétés commerciales qui a pour but de mettre en place un cyberscore légal, donc pour aider les entreprises à établir leurs risques juridiques en matière notamment de cybersécurité.
Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Effectivement, le risque, la responsabilité, comment se protéger, comment protéger ses utilisateurs aussi. Voilà, c'est des questions très vastes qu'on n'aura pas le temps d'aborder dans leur totalité aujourd'hui, mais enfin, on va essayer en tous les cas de piocher et puis de mettre certains points en avant. Clémence, je crois que vous nous avez préparé des slides voilà, qui s'affichent pendant que vous vous présentez, si vous voulez bien. Parfait. Merci également pour l'invitation. Donc, comme mes confrères, je suis avocate également depuis une dizaine d'années. J'ai toujours également travaillé dans le droit du numérique et en particulier la protection des données personnelles. Et j'ai cofondé mon cabinet du coup avec mon associée Lydia Banqui il y a 1 an et demi maintenant, qui elle intervient sur les parties corporate et droit des sociétés, ce qui nous permet d'avoir une alliance du coup assez intéressante sur cette partie. Ben, comment est-ce que les données interviennent et comment les mettre au service d'une société et de sa croissance. Et on a à cœur d'essayer de rendre cette profession et ce qu'on fait accessible. Et donc, on essaye de communiquer beaucoup, notamment via une newsletter qu'on a démarrée il y a maintenant une année et où on est assez fiers d'avoir déjà 1 800 personnes qui nous suivent. Et puis, on communique également beaucoup sur LinkedIn avec cette volonté d'avoir une vision du droit qui soit concrète et accessible. Voilà. On parle des choses concrètes. Je vais en profiter pour présenter brièvement Juriste Conforme, qui est à l'origine aussi de ce webinaire aujourd'hui, qui s'oriente sur 2 axes de voies. En fait, la première était plutôt la vulgarisation de sujets liés justement à la conformité grâce à une grande communauté qui, oui, Stéphane me regarde, mais il confirme, une grande communauté très active sur Internet aussi, mais ça arrive aussi qu'il y ait des rencontres en réel, le virtuel. Et à présent, il y a aussi un accompagnement justement dans la mise en conformité grâce toujours à ce réseau de spécialistes. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se place au niveau des entreprises, tous ces règlements qui apparaissent les uns après les autres, qui parfois peut-être se chevauchent un petit peu, en tout cas qui sont des informations, encore une fois, pour les néophytes que peuvent être les chefs d'entreprise, assez ardues à saisir dans leur intégralité, il faut des gens pour les accompagner, pour appliquer ces règlements. Ce qui me lance une perche sur le premier sujet qui pourrait nous intéresser, qui est le RGPD. C'est un petit peu la base, hein, peut-être. Emmanuel, je me tourne vers vous, toujours virtuellement. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce règlement général de protection qui est en vigueur depuis mai 2018? Donc, on a l'impression que c'était il y a longtemps, mais en même temps, c'était quand même hier, surtout dans le monde virtuel où ça va très, très vite. Et quelle était son utilité primaire et son utilisation aujourd'hui concrète? Vaste question, en quelques mots. Ouais, le RGPD est, bon, techniquement, dirait-on, entré en vigueur en 2016, mais entré en application en 2018. Bon, peu importe cette distinction qui n'a pas un intérêt majeur. Ce qui est important de relever, c'est que ce n'est pas du tout le premier texte de droit des données à caractère personnel comme on l'entend trop souvent, hein. En France, on doit remonter au moins à la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés, comme étant déjà un texte qui avait peut-être pas tout dit, mais qui avait dit beaucoup. Donc, au moins en France, on a une expertise plus que quadragénaire sur la question. Et il est vrai que ça n'avait peut-être pas suffisamment infusé dans les structures, les entreprises, les administrations. Donc, le droit a continué à faire son chemin au niveau européen avec une directive de 1995 qui avait été transposée en France en 2004. Et là, on montait encore un petit peu en puissance, mais le sujet était resté cantonné à des spécialistes de droit de l'informatique et n'intéressait pas de façon large. Effectivement, il a fallu ce règlement général sur la protection des données de 2016 ou 2018 pour vraiment faire exploser le sujet partout, tout simplement parce que s'il ne révolutionne pas totalement le fond de ce qui est attendu des structures, il y a des modifications, certes, il augmente drastiquement les sanctions qui sont encourues en cas de défaut de conformité. On passait d'une amende maximale qui était, je crois, de 150 000 euros hors récidive au maximum à 4% du chiffre d'affaires mondial groupe au maximum, donc potentiellement plusieurs milliards de sanctions possibles. Maintenant que les autorités de protection des données ont un gros pistolet, on les écoute plus attentivement.
Ce qui pose la question de la responsabilité, et merci de la soulever justement, Emmanuel, parce que c'est un petit peu ce qui m'intéressait un peu dans tout ça. On voit qu'il y a beaucoup de cyberattaques. C'est pareil, c'est un mot qui, avec ou sans pistolet, virtuel ou réel en tous les cas. On a beaucoup communiqué, beaucoup entendu des cyberattaques à destination des entreprises, mais mine de rien, ceux qui portent plainte parce qu'ils ont été victimes d'une attaque, ce sont plutôt les particuliers, à en croire le pourcentage qui touche à 93% de plaintes issues de particuliers. Ce qui me fait me poser la question de savoir, comme vous disiez, la responsabilité des entreprises à ne pas appliquer le RGPD. J'ai du mal à pas me dire qu'il y a quand même un lien entre ces cyberattaques répétées et le fait que certaines entreprises n'aient pas bien protégé leurs données. Nicolas, vous pourrez peut-être nous répondre sur cette question de la responsabilité et rebondir sur ce que disait Emmanuel, justement qu'un défaut de mise en conformité RGPD peut avoir des conséquences. Oui, alors moi j'ai une vision, je préfère vous répondre de façon positive. Il faut se mettre en conformité parce qu'il n'y a que des avantages à en tirer. Et si je n'enlèverai pas un mot à ce que Emmanuel a dit, il faut néanmoins avoir une vision positive et pas uniquement répressive de ces textes, parce que, c'est ce qui va être dit, je crois, après par un autre des intervenants, il n'y a que des avantages à les mettre en œuvre. Pour répondre directement à votre question, le RGPD, moi je présente toujours ça comme un cheval de Troie. Alors, Dieu merci, pas informatique, hein, mythologique. C'est-à-dire un beau cadeau que l'Europe nous a fait, mais en cachant deux choses à l'intérieur pour essayer de faire rentrer ce cadeau dans les organisations. La première, c'est les obliger, ce faisant, à prendre conscience de leur patrimoine immatériel. Donc, on va peut-être en parler tout à l'heure, ce n'est pas votre question. Et surtout, obliger les organisations à prendre conscience de la nécessité de sécuriser leur système d'information. Parce que quand on était en 2018, on a tous fait beaucoup de formations, de sensibilisation, etc. à cette époque-là. On pouvait dire, en tout cas moi c'est ce que je disais, voilà, face à nous, on a une énorme vague de tsunami qui est en train de nous arriver dessus, et c'est une vague d'insécurité informatique. Et là, ben voilà, on est dessous. Là, maintenant, on est sous la vague, on est complètement submergé par la sécurité informatique, qui n'est pas, alors non, qui n'est pas lié au défaut de conformité généralisée des organisations, qui est lié au fait de l'adoption massive et systématique du numérique pour toutes les activités pour lesquelles il est possible. Or, je vous envoie, il y a plein de podcasts qui parlent de ça, nos limites sécu, la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. Je vous envoie vers tous ces podcasts très, très intéressants qui expliquent bien que le numérique n'a pas été construit, si on veut simplifier en disant Internet, n'a pas été construit avec un souci de sécurisation au départ. C'était pas fait pour ça, c'était pas pensé pour ça, c'était pas le problème, c'était au départ des communications entre des militaires, entre des scientifiques, qui n'avaient pas de raison d'être hackés puisqu'ils étaient entre eux. Et progressivement, c'est devenu un problème majeur. Donc aujourd'hui, le RGPD le législateur et le RGPD l'avaient vu arriver, et on a un article dans le RGPD qui est l'article 32. Et pour terminer sur ça, ce dont il faut prendre conscience, moi, sur le terrain, ce que je rencontre le plus, la problématique que je rencontre le plus, c'est que tout le monde a bien intégré qu'il y avait des problèmes de sécurité informatique. Mais tout le monde se met dans un profil de victime, en disant ça va peut-être m'arriver et je vais essayer de me protéger. Et face à ça, il y a une réponse du marché qui est très très forte, hein, et y compris des autorités. Quand le commissaire européen a présenté DMA, DSA, il a dit on va faire ou NIS 2, pardon, on va faire un bouclier pour l'Europe, un bouclier de cybersécurité. Donc on vous parle de ces choses-là en disant vous allez être attaqué, protégez-vous, mettez en place des antivirus, des firewalls, etc. C'est bien entendu que c'est ce qu'il faut faire. Il faut sécuriser, il faut changer les mots de passe, etc., etc. Mais le texte dit aussi, et là je vais le citer, dans juste une partie de l'article 32 qui est trop long pour être lu maintenant, vous devez aussi avoir des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel
et l'accès à celle-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique. Donc le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est la cybersécurité, c'est avant tout de la résilience. Donc il faut effectivement essayer de se protéger, mais le problème arrivera inéluctablement et pas obligatoirement par une attaque. C'est même pas la peine d'aller chercher une attaque. Votre machine tombe en panne. Vous avez un local qui brûle, etc. Tous les accidents au sens propre ou accidents industriels qui peuvent arriver. Et l'obligation qu'ont les organisations, et je pense que c'est ça le message maintenant qu'il faut faire passer, maintenant que globalement la communication sur le fait qu'il y avait des risques d'attaque, elle est passée. Les gens plus ou moins savent quelle est la réponse, mais n'ont toujours pas suffisamment compris que le RGPD leur confie, leur autorise la possibilité d'utiliser les données à caractère personnel des personnes concernées dans un cadre protecteur des droits fondamentaux, en allant très très vite. Alors oui, effectivement, c'est là pour empêcher de faire des bêtises, mais c'est aussi là pour que ça soit possible, pour créer un marché de la donnée, etc., etc. Et donc, on vous confie quelque chose qui relève des valeurs fondamentales, donc qui est très très précieux. Quand on vous confie quelque chose de précieux, il faut le protéger et il faut être capable de le rendre. Et donc, la cybersécurité pour les organisations aujourd'hui, le pas qui est à franchir, c'est la résilience. C'est que mettre en place des systèmes avec de la résilience. Je vais arrêter là parce que sinon je vais être trop long, mais je pourrais reprendre si nécessaire. C'est mettre en place des plans de reprise d'activité, des PRA, des plans de continuité d'activité, des PCA, des politiques de sécurité des systèmes d'information, des PSSI, etc., etc., etc. Clémence, j'imagine que ça vous parle dans le sens où effectivement, Nicolas nous lançait un message positif en disant qu'il y a des avantages à la mise en conformité, bien qu'elle reste obligatoire, comme le soulignait aussi Emmanuel. Clémence, vous avez mis en avant peut-être un atout auquel on n'avait pas spécialement pensé, auquel on ne pense pas comme ça forcément, c'est que ça va améliorer aussi la valeur de l'entreprise finalement. Vendre un outil, un objet qui est bien encadré, bien carré, quand on essaye de le revendre, voilà, c'est toujours mieux que de vendre quelque chose qui fuit ou qui n'est pas tout à fait bien paramétré. Oui, bah, clairement, effectivement, à partir du moment où on a un niveau de risque qui a augmenté, forcément, parallèlement, ceux qui sont plus conformes ou qui ont fait les choses bien par rapport aux autres, en retirent un avantage concurrentiel. Et c'est sûr qu'un entrepreneur, quand il crée une boîte et une boîte qui se développe, bon, l'objectif, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est soit d'être valorisé, soit d'avoir des investisseurs qui vont rentrer, soit un jour de la revendre. Et c'est un petit peu, j'aime bien faire ce parallèle avec l'appartement, c'est-à-dire que quand on veut vendre son appartement, soit on refait tout un coup de peinture, on le remet à neuf en se disant qu'on va en tirer la meilleure valeur possible, soit on le vend en l'état et avec ce que l'acheteur peut détecter qui ne fonctionne pas moins cher. Et c'est un petit peu le même parallèle qu'on peut faire avec les données personnelles, c'est-à-dire que si on a bien pensé les choses dès le départ, ça va mathématiquement avoir beaucoup plus de valeur. Et à l'inverse, si on a une entreprise qui repose sur des systèmes qui sont pas conformes, forcément, un acquéreur, un investisseur va négocier à la baisse le prix de son investissement ou de son acquisition, parce qu'il sait que derrière, il a un risque qui peut être extrêmement important, puisque comme ça a été rappelé, les sanctions au RGPD peuvent être proportionnelles au chiffre d'affaires et du groupe, donc non seulement de la potentielle entité qu'on est en train d'acquérir, mais une fois qu'elle sera rattachée à un groupe, du coup, l'assiette de ce montant peut considérablement augmenter. Et donc, effectivement, ça veut dire que opérationnellement, on est capable de faire des choses qui sont dans les clous et qui, du coup, ont beaucoup plus de valeur. Mais c'est un investissement parce qu'on ne peut pas nier non plus que ça représente un coût de se mettre en conformité. Donc, la balance pour vous va quand même dans le... Alors, c'est sûr que ça représente un coût, ça on ne peut pas le nier, et clairement, enfin, ça a beaucoup été décrié au moment de l'entrée en vigueur du RGPD, que les plus petites entreprises avaient des difficultés financières à se conformer à cette réglementation. Alors, c'est en partie vrai. En fait, il y a des choses aussi qui sont très simples. Enfin, on s'imagine aussi que se mettre en conformité au RGPD, c'est quelque chose de très compliqué, mais en fait, c'est un peu proportionnel. Quand on a une activité très simple, forcément, les mesures à mettre en place vont être beaucoup plus simples que quand on est Danone.
Donc, effectivement, c'est un coût, on ne peut pas le nier, mais je pense que les avantages à en retirer sont effectivement très importants parce qu'en fait, ça veut dire que, on peut mettre en place des systèmes en interne, où on va avoir des bases de données intéressantes, pouvoir comprendre mieux ses clients, ses prospects, faire j'en sais rien, je donne des exemples comme ça, mais faire de l'enregistrement téléphonique de ses salariés pour améliorer sa façon de vendre, ses formations, etc. Et donc ça, c'est des choses que si on met en place dans les clous, ça génère une valeur pour l'entreprise qui est indéniable. Après, certains et certaines, d'ailleurs, ils voient aussi des contraintes. C'est-à-dire que là, on parle de données personnelles. C'est sûr que pour certaines entreprises, notamment qui utilisent dans leur modèle économique la publicité ciblée, je pense notamment à certains médias qui ont beaucoup décrié toutes ces normes. Alors là, on parle du RGPD, mais on va peut-être enchaîner aussi avec e-privacy ou plus largement tout ce qui touche justement aux publicités ciblées, qui est un point qui est intéressant aussi. On a l'impression que voilà, on est obligé peut-être de payer pour se priver de certaines informations qui nous auraient été pourtant bien utiles pour pouvoir développer aussi un marché. Donc peut-être qu'on tient un paradoxe qui fait que ça peut ne pas être facile de convaincre une entreprise de lui dire qu'en fait, non, respecter ce règlement, celui qui est obligatoire pour l'instant, finalement, c'est quand même, encore une fois, aller dans son avantage aussi. Ce que j'entends dans votre discours aussi, Clémence, c'est que finalement, ça peut être assez simple à mettre en application et que finalement, ça engendre aussi un meilleur rangement de ces données. Donc, on peut en avoir une utilisation qui finalement sera optimum. Enfin, Oui, exactement, exactement. En fait, comme ça a été dit en introduction, on est dans un monde où tout devient digitalisé, dans notre quotidien à tous. Et en fait, c'est le corollaire, c'est-à-dire que si on veut faire usage de toute cette digitalisation et en faire quelque chose qui soit valorisable, il faut le faire dans les clous, parce que si on le fait de manière illicite, forcément, il y a un moment donné où on se fait rattraper. Emmanuel, est-ce que ça vous inspire justement peut-être ce paradoxe qui fait qu'on ne peut pas tout collecter, en même temps on ne peut pas tout réutiliser non plus, mais qu'en même temps c'est pourtant bien pratique pour développer derrière une entreprise, enfin vraiment cibler le côté un peu, j'allais dire politique, mais en tous les cas, utilisation de ces données personnelles dans les publicités ciblées? Oui, vous mettez le doigt sur un point très important de la question, c'est que la publicité ciblée, c'est un modèle d'affaires pour un grand nombre de services en ligne qui nécessite une collecte extrêmement vaste, tous azimuts, pour essayer d'en savoir le plus possible sur les internautes. Et il vient d'être jugé par la Cour de justice de l'Union européenne que c'est pas parce qu'on fait de la publicité ciblée qu'on peut, par exemple, utiliser des données sans limite de temps sur les activités des internautes, parce que Facebook, par exemple, était connu pour utiliser des comportements en ligne que vous aviez pu avoir sur les 10, les 15, les 20 dernières années, avec cette idée que puisque leur activité de traitement de données euh, nécessite un tracking le plus fort possible de l'internaute, finalement, il était justifié de conserver les données presque sans limite de temps, alors que dans presque tout autre secteur d'activité, on aura cette discipline de fixer des durées de conservation. Et le secteur de la publicité ciblée croyait pouvoir s'affranchir de ces règles élémentaires parce que, il n'a pas tout à fait un objet comme les autres. Vous voyez, quand vous avez une activité, un business classique, il peut nécessiter, à titre d'appoint, un traitement de données, alors que le business de Facebook ou de Google, c'est le traitement de données, c'est le cœur du business. Donc, on est un peu parfois dans la démesure, on est à des échelles de traitement qui sont extrêmement importantes. Et oui, je voulais vous dire quelques mots et au public qui est aujourd'hui avec nous sur ce sujet de la publicité ciblée, parce qu'il me semble parfois encore assez peu mis en lumière en France, alors que je crois que c'est un sujet majeur. Il est au fondement, je le disais, de deux des plus grandes capitalisations boursières du monde, Meta, Facebook, et Alphabet, Google. Mais c'est également un mode de financement qui est utilisé dans une moindre mesure par toutes sortes d'acteurs de taille plus petite, hein, tous ceux qui vont régulièrement sur le site d'Allociné, de Marmiton, ou sur leur titre de presse quotidienne régionale ou de presse nationale d'ailleurs, ont l'habitude, hein, d'accepter des cookies publicitaires et d'être l'objet de publicités ciblées. Or, ce business model, il n'est pas complètement anodin. Il peut sembler inquiétant à bien des égards. Pour revenir sur les révélations de Frances Haugen relatives à Facebook, elle expliquait dans les Facebook Files que c'est parce que Facebook
dépend à, dit-on, plus de 95% de son chiffre d'affaires, je crois, de la publicité ciblée, que Facebook a pour préoccupation de vous retenir en ligne le plus longtemps possible. Parce que plus longtemps vous restez en ligne, plus nombreuses sont les publicités qu'on pourra afficher sous vos yeux, donc plus votre revenu par internaute va augmenter. Et pour vous garder en ligne longtemps, il faut vous énerver, il faut vous exciter. Donc il faut faire passer sur le réseau des contenus polarisants, pas des choses qui seraient trop subtiles, trop complexes et dont l'internaute pourrait se dire au bout de 15 ou 20 minutes, j'ai matière à penser, je vais me déconnecter et je vais aller marcher un peu pour digérer tout ça. Non, il faut vous harponner, il faut vous envoyer de la drogue dure. Et donc il faut comprendre que la publicité ciblée, c'est un business model qui a un impact direct sur l'architecture des services et sur la façon dont on va ensuite se comporter avec l'internaute, sur le genre de message et de contenu qu'on va lui adresser. Et c'est un business model qui a des effets pervers et toxiques qui me semblent à certains égards préoccupants. On pourrait faire mieux de la publicité ciblée, hein. On pourrait encadrer ce domaine, c'est envisageable. Mais si vous voulez, je vais venir après aux règles de fond qui s'appliquent à ce secteur. Peut-être qu'à ce stade, vous voulez simplement que j'introduise la question, ou si vous voulez que je poursuive sur l'encadrement juridique, je peux le faire. Je vous propose qu'on y revienne juste après. J'aurais donné Bien la sûr. parole à Jean-Nicolas parce que Jean-Nicolas, ces données personnelles qui intéressent, comme on vient de le souligner, certains modèles qui sont vraiment qui se cible vraiment sur la publicité ciblée, mais ça intéresse aussi maintenant qui est quelque chose qui est en pleine expansion, dont on entend beaucoup parler aussi, c'est l'intelligence artificielle qui va se nourrir de ces informations, qui va se nourrir des comportements aussi des utilisateurs sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot et peut-être aussi nous parler d'un nouveau règlement, là, qui est le règlement IA, qui vient de intelligence artificielle, qui vient d'être mis en application? Oui, tout à fait. Alors, on parle souvent du tropisme européen. Je pense qu'on est au cœur du sujet, hein, de ce tropisme européen, de savoir un petit peu comment est-ce que l'Europe peut réglementer. Et si le RGPD, effectivement, n'est pas une nouveauté, ça, je pense qu'Emmanuel a très bien rappelé, on était quand même la première plateforme européenne à mettre en place un texte assez innovant sur la protection des données, qui a été plus ou moins copié, plus ou moins, dont se sont inspirés un certain nombre d'autres acteurs étatiques dans le monde. Et c'est vrai qu'en 2018, on se pose déjà la question de l'intelligence artificielle. Pour faire simple, l'Union européenne a des craintes sur ce système, sur ces systèmes d'IA en voyant deux constats. Un, le fait que des gros systèmes d'IA utilisent énormément de data, et deux, ces systèmes d'IA eh bien, sont majoritairement créés de l'autre côté de l'outre-Atlantique pour des utilisateurs européens. D'où une discussion et beaucoup de discussions au niveau donc de la Commission et de Parlement européen pour arriver à un texte qui est un règlement donc qui s'appliquera et qui s'applique depuis le 1er août en réalité dernier sur tous enfin, tous les pays de l'Union européenne visant à réglementer l'utilisation des IA. Pourquoi? Parce que ce que disait Emmanuel est très vrai, avec ces données à caractère personnel et même en fait avec ces données, on peut faire un certain nombre de choses et l'IA va multiplier, va décupler ces possibilités de faire soit du commerce, mais aussi du Big Brother watching you, donc un certain nombre d'utilisations qui seraient peut-être frauduleuses, qui seraient peut-être interdites. Et donc la philosophie de ce nouveau texte, c'est de se dire, on va essayer de conserver nos droits et libertés fondamentales dans le cadre de l'Union européenne et faire en sorte de réglementer, tenter de réglementer le secteur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est comme le RGPD, ce n'est pas une réglementation qui vient poser un cadre strict avec des sanctions fortes, etc. C'est un texte qui finalement est large, avec des notions qui sont assez larges. On parle beaucoup de gouvernance, de transparence, on parle beaucoup de mise en conformité par la base, donc par les usages. Et ça, c'est quelque chose qui, en Europe, est nouveau avec le RGPD et avec l'IAC, et qui va s'imposer aux entreprises. Du coup, euh, en plus de la réglementation spéciale sur les données à caractère personnel, les entreprises vont devoir se poser la question de leurs usages, notamment en matière d'IA. Il y a des volets de sécurité, il y a des volets de formation, il y a des volets de responsabilité. L'idée, c'est de se dire, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec des datas et avec de l'intelligence artificielle, avec des interdictions, etc. Et effet intéressant, une sanction importante et une grosse sanction, jusqu'à 15 millions d'euros ou 3% du chiffre d'affaires monde, en cas de non-respect
de cette réglementation. C'est-à-dire une volonté aussi du législateur européen de dire on vous laisse une marge de manœuvre dans la mise en application de cette réglementation, mais attention, si vous n'êtes pas dans le cadre, la sanction sera dissuasive, la sanction est dissuasive pour vous forcer à réglementer et à faire en sorte que cette utilisation de l'intelligence artificielle se fasse dans des bonnes conditions. On peut le voir comme encore un texte, ça s'additionne à énormément de textes. Je pense qu'il faut le voir là aussi, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, comme une opportunité de mieux gérer, de mieux utiliser et peut-être même de créer des leviers de croissance dans les entreprises en ayant un cercle vertueux d'utilisation des data. Ça, c'est un vrai sujet de comment est-ce qu'on crée de la valeur sur une réglementation qui peut apparaître et que les Yann Lequin et autres dénoncent comme étant, comme étant des réglementations trop strictes. Je pense qu'il faut y voir un volet un peu plus gouvernance qui, de toute façon, va influencer la conduite des personnes, donc des juristes dans les entreprises qui vont devoir mettre en place cette réglementation. J'aurais tendance à penser comme ça de l'extérieur que ça rajoute en tous les cas une notion qui est peut-être aussi, qui revient un petit peu sur le devant de la scène, c'est celle d'éthique. Est-ce que Clémence, ça vous parle? Si je dis qu'aussi rajouter une valeur éthique à une entreprise, c'est lui rajouter une valeur ajoutée, c'est-à-dire que plier, justement, se soumettre à ces directives, à ces règlements qui sont en train de se multiplier, comme vous le signaliez, Jean-Nicolas, et c'est sûr qu'on ne peut pas le nier non plus, même si ça peut rester complexe de l'extérieur. Clémence, est-ce que maintenant, quand on vend son entreprise, le fait d'être éthique devient un argument là aussi, ou est-ce que c'est des choses qui vous ne trouvez pas spécialement dans votre travail au quotidien? C'est une question intéressante. En fait, le problème de l'éthique, c'est que ça reste une valeur très subjective et très personnelle. Et je pense qu'effectivement, il y a des gens à qui ça parle beaucoup et d'autres à qui ça parle beaucoup moins. Et comme il y a pas à proprement parler d'obligation d'être éthique en matière de données, si ce n'est de respecter la réglementation qui elle-même a été pensée avec de l'éthique dans son interprétation et dans son adoption initiale. Mais c'est certain que c'est pas du tout le même projet d'entreprise qu'on a lorsque, pour reprendre l'exemple des réseaux sociaux, je pense par exemple à Biril, qui est un réseau social dont on a beaucoup entendu parler par sa nouveauté, justement, le principe, c'est de prendre une photo au moment où on le demande pour que ça soit naturel. Et au début, il se mettait beaucoup en avant sur le fait qu'il n'utilisait pas les données de leurs utilisateurs et qui finalement ont été rachetés et ont totalement changé leur business model. Et effectivement, ça pose des questions d'éthique parce que c'est sûr qu'on ne vend pas du tout la même chose à ses utilisateurs quand on est dans un cas ou dans l'autre. Et que malheureusement, la prise de conscience des utilisateurs reste lente, hein, parce que, comme on le disait, c'est vrai qu'il y a encore peu de sensibilité peut-être à tous les usages de la publicité ciblée, du profilage de la part des utilisateurs, même si quand on leur pose la question très clairement, en général, ils se sentent concernés par l'utilisation de leurs données, mais c'est vrai qu'au quotidien, ils réalisent pas forcément ce qu'il en est. Donc, je pense que c'est un peu un jeu de balance, c'est-à-dire que plus les utilisateurs vont prendre conscience de ça, plus ça aura une valeur d'avoir un service qui soit protecteur de la vie privée lorsqu'il peut l'être, et en tout cas lorsque la promesse est celle-ci. Et du coup, par effet de boule de neige, effectivement, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de valeur d'avoir un service éthique, mais au fur et à mesure de la demande qu'il y aura de la part des utilisateurs. Enfin, moi, je le vois plutôt sous cet angle, en tout cas. Euh, sur ça. C'est un petit peu aussi ce que je me disais en fait, hein. J'ai commencé par la responsabilité des entreprises. J'en arrive quand même à une autre notion qui est un peu sur toutes les lèvres aujourd'hui, qui est celle de consentement. Vous parliez des utilisateurs, effectivement, qui ne sont pas toujours sensibilisés ou fait, qui ne s'intéressent pas spécialement non plus au fait qu'on collecte leurs données. En fait, pour nous, en tant qu'utilisateurs, des fois, ça se cantonne à cliquer toute la journée sur des sites Internet en disant j'accepte les cookies ou j'accepte pas parce qu'on cherche une information et qu'on ne va pas aller même si on nous le propose maintenant, parce que c'est devenu une obligation légale. D'ailleurs, je veux bien que quelqu'un nous explique ça, peut-être Emmanuel après. Mais voilà, la notion de consentement et la notion de sensibilisation, ce qui fait un peu partie, à vous quatre, de votre panel d'activités, en tous les cas, prend une ampleur. Est-ce que vous voyez par contre que voilà, les utilisateurs sont de plus en plus sensibles quand même à ces questions-là? Emmanuel, peut-être? Qui est le versant en fait de la question des données personnelles, c'est effectivement ceux qui sont utilisés.
Oui, oui, oui. Bah, c'est précisément l'angle que je comptais employer pour vous parler de publicité ciblée, c'est la question du consentement. C'est précisément devenu la notion centrale. Mais parce qu'on a fait ce choix en droit européen du numérique de donner une place très importante, bon, à la transparence, c'est-à-dire que vous êtes en permanence en tant qu'utilisateur arrosé d'informations, de conditions d'utilisation, de politiques de confidentialité. Et la transparence, c'est très bien, mais ça rencontre assez vite ses limites parce que encore faut-il que les gens aient envie de lire, encore faut-il que les gens soient capables de comprendre, encore faut-il qu'ils soient capables de lire entre les lignes, quelles sont les conséquences un peu lointaines de ce qu'on est en train de leur décrire. Et parfois, au-delà de la transparence, on leur demande de consentir. Si vous n'avez pas bien compris la question qu'on vous pose, c'est difficile de consentir correctement. Or, on a vraiment un peu tout misé sur le consentement sous des formes que vous connaissez toutes et tous, notamment la question des bandeaux cookies, hein. Est-ce que vous voulez des cookies? Bah, est-ce que je veux des cookies? J'en sais rien, moi, ça dépend. Quel est le danger d'un cookie? Quel est l'avantage d'un cookie? Qu'est-ce qui va vraiment se passer au fond, non seulement sur le moment, mais dans les mois, les années à venir? Si je vous dis oui, qu'est-ce que ça implique concrètement? Honnêtement, qui parmi le public de ce webinaire est capable de répondre de façon un peu sérieuse à cette question? Je pense personne. Enfin, je parle du public, Nicolas, ça ne compte pas. Et donc, la plupart des gens, on leur demande de faire un choix qui pour eux est complètement abscon. Et en plus de ça, comme on a extrêmement peur qu'ils donnent la mauvaise réponse, et la mauvaise réponse pour les professionnels, c'est qu'ils ne veulent pas de tracking, eh ben, on triche, on a triché le plus longtemps possible sur la forme du choix. C'est le nom d'un des cahiers du LINC, le laboratoire d'innovation de la CNIL. Je vous recommande sa lecture sur ce qu'on appelle les dark patterns, vous savez, c'est-à-dire ces façons de tricher, de biaiser dans les interfaces graphiques en cachant le bouton de refus, en le mettant à un deuxième niveau, à un troisième niveau, en vous obligeant à déplier des menus interminables. Parfois même, on joue sur la police ou sur les couleurs pour qu'il y ait un bouton agréable, sexy, qui est évidemment le bouton où vous acceptez le tracking publicitaire, et un bouton qui a l'air un peu laid, maladif, grisâtre, répugnant, repoussant, qui est le bouton qui aurait été, vous aurait sauvé. Moi, je dis toujours aux étudiants, dans le doute, prenez le bouton le plus laid, vous êtes à peu près sûr de ne pas vous tromper. Bon. Euh, on a fini par réussir à contraindre les acteurs à améliorer la forme des choix parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur la question des cookies, la CNIL a une compétence territoriale qui est très large, qu'elle n'a pas forcément en RGPD. Donc elle a pu engager le combat, elle a pu euh, partir au feu contre des acteurs comme Amazon, contre Facebook, contre Google, ce qu'elle ne peut pas forcément faire en RGPD pour le texte pour lequel c'est l'Irlande qui est compétente s'agissant de ces acteurs. Donc la forme des bandeaux cookies s'est améliorée, à tel point qu'à la fin, ces acteurs se sont retrouvés devant un problème, qui est que les gens commençaient à massivement refuser les cookies. Alors qu'ont-ils fait? Et on l'avait vu venir, et mes anciens étudiants peuvent en témoigner, j'avais parlé de ça il y a déjà des années. Ils ont fini par dire, bah maintenant, l'alternative, c'est une autre alternative. C'est pas simplement j'accepte les cookies ou je les refuse, c'est j'accepte les cookies ou je paye un abonnement mensuel. Une alternative qu'on avait vu apparaître d'abord sur des plus petits acteurs, comme j'ai cité Allociné ou Marmiton en France. Maintenant, c'est l'alternative que vous propose Facebook. Voilà, vous payez 10 dollars par mois ou 10 euros par mois, ou vous acceptez le tracking publicitaire. Et évidemment, quand on pose la question comme ça, j'ai fait un sondage sur toutes mes cohortes d'étudiants, encore et encore et encore, en demandant qui est prêt à payer, plutôt que d'avoir du tracking publicitaire. Pourtant, des étudiants en droit du numérique, donc j'avais un petit espoir. Personne n'a été prêt à payer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé les prix virtuellement. J'ai dit, bon, admettons que ce n'est pas 10, c'est 9. Qui paye? 8, 7, 6, 5. Qui paye? 4, 3, 2, 1. Je suis arrivé jusqu'à 10 centimes, j'avais toujours personne qui voulait payer. Parce qu'entre du gratuit, ou qui a l'air de l'être, et du payant, même à 10 centimes, les gens choisissent le gratuit. Donc cette alternative est une fausse alternative, une alternative biaisée, et le résultat, c'est que maintenant, on est obligé de à nouveau engager le combat contre ces acteurs pour éviter que cette alternative binaire reste en place. Donc c'est ce que font les autorités de protection des données sur le fondement du RGPD. En parallèle, c'est ce que fait la Commission européenne sur le fondement du texte de droit de la concurrence, le DMA, Digital Markets Act. Et conjointement, tous ces acteurs sont en train de dire à Facebook, notamment, vous allez devoir proposer trois boutons. Un bouton je paye, un bouton je ne paye pas et je veux de la publicité ciblée, et un troisième bouton je ne paye pas, je ne veux pas de publicité ciblée, je veux de la publicité standard, non personnalisée.
Bon, que va-t-il se passer? Ça va être compliqué de l'anticiper. Peut-être que les gens, quitte à avoir de la publicité, préféreront qu'elle soit ciblée parce qu'ils ne se rendent pas compte des dangers auxquels ils s'exposent en donnant toute leur liste des centres d'intérêt et donc toutes les clés de leur psychologie, tout ce qui les rend manipulables en matière électorale, en matière commerciale. Et donc, moi, je pense que ça va être à nouveau une situation qui, même si on parvient à imposer ces trois boutons, qui serait insatisfaisante. Parce que vous aurez la petite élite des gens très sensibilisés à ces thématiques qui va choisir la publicité non ciblée et ainsi n'aura pas payé et n'aura pas exposé ses centres d'intérêt. Et puis, vous aurez les gens mal renseignés à qui on va dire que la publicité ciblée, c'est quand même plus sexy, c'est quand même plus joli, c'est quand même plus proche de ce qui vous intéresse et qui vont continuer à subir un tracking publicitaire. Moi, je pense que plutôt que de tout le temps essayer de jouer avec le consentement des personnes en modifiant la question encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on obtienne la réponse qu'on voulait, il aurait fallu réglementer le fond de cette activité de publicité ciblée. On aurait pu prendre un texte, idéalement européen, forcément européen, qui nous dise quelles sont les publicités ciblées acceptables, s'il y en a, et qui régule la question de façon directe par les autorités publiques, plutôt que de renvoyer à chacune et chacun d'entre nous la question sous forme d'arbitrage individuel, ce qui est absurde, ce qui crée des fortes inégalités entre les personnes formées et celles qui ne le sont pas. Voilà mon espoir pour l'avenir. J'espère ne pas avoir été trop compliqué. Non, 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 au contraire, c'est limpide même. Et d'ailleurs, vous parlez de transparence, je rebondis sur transparence. C'est vrai que dans un monde où tout semble à portée de clic, tout semble à portée de main, et encore une fois, vous insistiez sur le fait qu'on a demandé par ces règlements aux entreprises un peu plus de transparence. L'utilisateur, de la même manière, va se dire, moi, de toute façon, j'ai rien à cacher, c'est des données, OK, personnelles, mais en même temps, euh, qu'est-ce qu'on s'en fiche, voilà, de savoir si je préfère aller manger, je sais pas, dans un restaurant asiatique ou dans un restaurant mexicain, enfin voilà. Mais en fait, comme vous le disiez, et je trouve ça assez intéressant, ça a des conséquences justement. Ça va pas s'arrêter à ça, ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aussi pousser jusqu'à inciter les personnes à voter pour tel ou tel parti. Enfin voilà, on peut très vite partir dans quelque chose de beaucoup plus élaboré. Si on parle de la transparence crue, mais finalement usurpée à la notion de risque, est-ce que quelqu'un va intervenir justement sur Oui, ça? J'allais moi dire. je vais intervenir parce que je suis, encore une fois, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Emmanuel et il y a rien à retrancher. Mais je veux aussi faire entendre la voix d'une autre partie de l'industrie, qui est par exemple la presse, mais aussi énormément de sites de contenu. Et pour appuyer une des choses qu'Emmanuel a dit, c'est que c'est aussi énormément un problème de droit de la concurrence et pas uniquement un problème de données à caractère personnel ou qui relève de la directive e-privacy sur la gestion des identifiants publicitaires, etc. Le marché de la communication au sens très large, incluant la presse, incluant toutes les offres de contenu, a un besoin cruel de la publicité et de préférence de la publicité programmatique. Par contre, aujourd'hui, il y a une distorsion de marché phénoménale entre les acteurs principaux que Emmanuel a cités, Facebook, etc., qui discutent à hauteur de la Commission européenne et les acteurs plus indépendants, dont c'est la seule source de revenus, parce que ça se retourne, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour des raisons, ça c'est une étude sociologique qu'il faut faire, on a présenté que le web était gratuit, ce qui est faux de A à Z, mais les gens ne sont pas prêts à payer. Donc, sauf à dire qu'on va, avec des règles générales, c'est-à-dire par exemple interdire de façon générale les cookie walls, ça veut dire qu'il y a une partie du marché de la création numérique, au sens très large, y compris informationnel, qui disparaîtra. Donc, je veux quand même dire qu'il y a un travail énorme qui est fait par l'International Advisory Board, l'IAB, c'est-à-dire les représentants de l'industrie publicitaire, qui se fait dans la douleur, hein, puisque ça se fait à coup de procès dans le cadre de négociations avec les juridictions principalement belges, puisque c'est le bureau de l'IAB est à Bruxelles, et avec évidemment les institutions européennes, mais que grâce à ce travail de l'Union européenne, grâce au texte dont on est en train de parler, aujourd'hui, déjà, les Européens sont beaucoup plus protégés que n'importe quel habitant de la planète sur l'utilisation de leurs données en ligne, et y compris dans le cadre de la publicité programmatique, puisque, pour donner un exemple technique précis,
il est pratiquement impossible aujourd'hui il n'est plus possible aujourd'hui de déposer des cookies sur le fondement de l'intérêt légitime. Alors effectivement, je terminerai par là, on a ce problème qui est qu'on nous soumet des choses qu'on n'a pas le temps de voir. Même si vous êtes juriste, même si vous êtes intéressé par la question, vous n'avez pas le temps de rentrer dans le détail des qu'est-ce que je vais accepter comme cookies et qui, pour pouvoir les accepter ou les refuser dans le détail d'un bandeau de cookies, nécessiterait d'aller lire de A à Z la politique de confidentialité et personne n'a le temps de le faire. Ah, personne ou presque. Parce que le fonctionnement de ce système, et là aussi, moi j'ai une vision positive, hein, toujours des choses, défaut, mes défauts principaux, c'est que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas effectivement parce que les internautes vont lire tout ça. Ça fonctionne parce qu'il y a des associations de défense des consommateurs, parce qu'il y a des associations de défense des libertés, parce qu'il y a la répression des fraudes et parce qu'il y a l'Europe, tout simplement, et les services de l'Union européenne qui, eux, lisent ces textes-là. Et donc, un des aspects que je voudrais dire en complément, c'est que c'est un fonctionnement qui est le fonctionnement de l'épée de Damoclès. Mais c'est une épée qu'on s'attache soi-même au-dessus de la tête. On dit aux acteurs du marché, et c'est ce que je voudrais dire aux gens qui nous suivent aujourd'hui, puisque si vous êtes intéressés par ce sujet, c'est que vous, probablement, d'une manière ou d'une autre, vous travaillez dessus. Tout ce qu'on vous demande de faire avec cette conformité au texte européen a des conséquences. Et aura des conséquences pour vous à travers les engagements que vous prenez. Rédiger une politique de confidentialité, c'est prendre des engagements vis-à-vis des internautes ou des consommateurs auxquels elle va s'adresser, qui effectivement vont peut-être pas et sûrement pas tous la lire, mais qui, le jour où il y aura un contrôle, le jour où il y aura un problème, tout ça va ressortir. Et donc le fonctionnement de cette législation, c'est aussi un fonctionnement d'autorégulation. Et c'est ça la compliance, c'est ça la conformité, même si les deux termes ne sont pas exactement identiques, qui est mis en œuvre par toutes ces législations, avec des réactions du marché qui sont très fortes, parce qu'entre la publicité programmatique contre laquelle le RGPD a en grande partie été conçu, avec effectivement des amendes très très fortes, mais qui concernaient uniquement les gros, et la réorganisation du marché des données qui s'est faite autour de cette législation, et qui là concerne absolument tout le monde, parce que comme l'a très bien dit ma consoeur, si vous voulez que votre organisation, votre entreprise par exemple, ait de la valeur, il faut qu'elle soit en conformité. Parce que peut-être que vous allez passer au travers d'un contrôle, peut-être que les internautes vont s'apercevoir de rien, mais le jour où vous voudrez faire une opération sur le haut de bilan, levée de fonds, cession, etc., vous serez audité. On viendra voir quelle est la qualité et la valeur de votre organisation va dépendre de la qualité de votre conformité. Je ne vais pas aller plus loin, c'était en gros ce que je voulais répondre. Jean-Nicolas, je ne vais pas vous demander de trancher entre ces deux positions qui se recoupent quand même, mais avec un optimiste et un peut-être un petit peu moins optimiste. Mais en tous les cas, votre point de vue peut-être tourné vers encore le futur m'intéresse aussi sur ces questions-là. Est-ce que c'est un danger, justement, cette récupération des données personnelles? Est-ce qu'en tant qu'utilisatrice, je dois m'en inquiéter et peut-être commencer justement Oui. à lire les petites lignes, ce que je ne fais pas comme la majorité des utilisateurs? Non, mais c'est un sujet qui, à mon avis, est beaucoup plus complexe et la vérité est au milieu de tout ça. Et par exemple, pour vous citer, j'étais en Allemagne la semaine dernière et les Allemands, quand vous leur parlez de données à caractère personnel, ils sont absolument pas sur la même longueur d'onde que nous. Enfin, sur des questions de souveraineté numérique et de données à caractère personnel, les Allemands nous disent, il n'y a pas de sujet. Nous, on va aller vers l'utilitarisme, vers quelque chose qui fonctionne. On y mettra des règles de droit qui posent un cadre, mais notre objectif, c'est de faire fonctionner la machine. Et donc, faire fonctionner la machine en droit du numérique, c'est notamment exploiter des datas, parce que il faut pas non plus se dire, d'un côté, il y a des grands méchants, GAFAM et autres, on les appelle plus comme ça, et puis de l'autre côté, il y a les gentils utilisateurs. C'est un milieu qui est un peu plus, c'est un peu plus, on va dire, mélangé, tous ces utilisateurs. Et ce que disait Emmanuel est très vrai. Nous, quand on demande à nos clients, est-ce que vous êtes prêt à mettre des bandeaux cookies, à mettre des politiques de confidentialité, etc. La chose dont ils ont plus peur, c'est de faire en sorte de créer des barrières pour leurs propres utilisateurs, pour leurs propres clients. Donc, et on est les premiers à leur dire, il faut le respect de la réglementation, mais une réglementation qui soit utile. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on se retrouve avec des réglementations, notamment européennes, qui soient
assez encadrante, et puis de l'autre côté, un marché international qui finalement soit ne respecte pas, soit a d'autres ambitions. Il faut rappeler que l'Europe, c'est 350 millions d'habitants, grosso modo, euh, des consommateurs qui ont certes un chiffre d'affaires important, mais c'est pas la zone où la data va le plus se développer. Et donc, tout ça, ça doit se comprendre dans un environnement qui, de toute façon, est international. Donc ça, c'est le premier point. Donc je pense que la vérité, elle est effectivement entre d'un côté le respect pur et dur, et puis de l'autre côté cet enjeu des entreprises et certaines entreprises qui abusent. Enfin, tout à l'heure, vous citiez les élections, effectivement, les scandales à la Cambridge Analytica, on ne veut pas en revoir. Enfin, ça ne peut pas euh, fonctionner. Après, qu'on se pose la question de réglementation sur des nouvelles technologies, on s'est posé la même question au début du XXe siècle sur l'industrialisation, on s'est posé la même question, enfin, c'est normal qu'à un moment donné, les législateurs se posent des questions sur savoir qu'est-ce qu'on réglemente, comment on le réglemente. Euh, ce qui peut être un petit peu déroutant, c'est évidemment c'est la vitesse à laquelle les technologies se modifient. Pour être allé en Slovénie, par exemple, et en Estonie il y a quelques semaines, en Estonie, le quantique, c'est une réalité. Et les technologies quantiques, pour l'instant, on les appréhende absolument ou très très peu en droit. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir encore se poser d'autres questions, d'autres enjeux. Donc c'est vraiment, c'est ça qui est excitant, et c'est à la fois perturbant et excitant parce que trouver la ligne, donner un cap à cette réglementation, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Je trouve que vous soulevez deux points qui sont importants. Effectivement, là, on parle de règlements qui sont à l'échelle européenne. Dans le net, a cette particularité de ne pas avoir de frontières. Enfin, c'est vrai que le virtuel est partout. On peut accéder à des sites chinois de Nantes où je suis actuellement, comme l'inverse est vrai d'ailleurs. Et puis la deuxième question que ça peut soulever, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression en tous les cas que toutes ces directives, tous ces règlements, ces directives qui sont transformées en règlements, des fois avec beaucoup de délais et enfin, c'est même des échelles très longues, alors qu'en fait, le virtuel va très, très vite. J'ai un peu l'impression qu'on essaye de poser des patchs à des endroits et puis qu'en fait, ça commence à fuiter de l'autre parce qu'on n'avait même pas anticipé. Je pense que le développement de l'IA, voilà, ça ne sera certainement pas une surprise pour nombre d'entre vous qui êtes déjà dans ce domaine-là. Mais nous, encore une fois, en tant qu'utilisateurs, on se le prend du jour au lendemain quasiment. Est-ce qu'il y a une réponse vraiment juridique à poser à tous ces problèmes qui vont continuer de se présenter finalement? Gardez la parole, Jean-Nicolas, je vois que vous avez l'air d'avoir... Non, je suis d'accord, hein, ça pose la question alors, à la fois de cette économie du numérique hein, qui devient, voilà, qui est la première économie aujourd'hui mondiale. Ça pose la question des libertés fondamentales dans un système où notre conception, j'allais dire française et européenne, n'est peut-être pas la conception partagée par l'ensemble des acteurs du numérique. Euh, et, et donc forcément, la position européenne sur l'IAC, par exemple, on entend, voilà, ah, ça va nous recréer de la gouvernance, ça va être complexe, etc. Bah oui, mais en même temps, ça va créer un cadre. Et donc, quand on crée un cadre, bah, on crée une filière, on crée des moyens de faire. Et puis, sur ces visions concurrence, effectivement, on prévoit des règles de jeu dans un environnement donné. Après, l'une des caractéristiques du numérique, on en a un petit peu parlé, c'est deux choses. À la fois, c'est pas sécurisé, puis à la fois, ce sont des acteurs privés qui quasi monopolisent le système. Aujourd'hui, si vous voulez que ça fonctionne, tout ça, ce sont des tuyaux enfin, des câbles sous-marins notamment, qui, pour la très très grande majorité, appartiennent à des acteurs privés. Donc, on est en plus dans une difficulté de réglementation parce que s'opposent des acteurs privés qui, eux, n'ont pas la main sur la réglementation, peuvent l'influencer, bien sûr, mais qui, eux, se disent, nous n'avons pas d'intérêt à une réglementation ou dans un sens bien particulier. Et de toute façon, si vous ne travaillez pas avec moi, grand acteur du numérique, ça ne fonctionnera pas. C'est là aussi la complexité du sujet, parce que sur d'autres thématiques, on n'a pas cette complexité et cette mixité, j'allais dire, acteur privé, acteur public. Les leviers sont forcément restreints de toute façon. J'ai l'impression. Est-ce que nos avocats auraient un point de vue sur cette question, justement? Est-ce que le législatif va pouvoir entourer tout ça? Ça sera un petit peu la question de la fin avant peut-être d'anticiper des questions. S'il y en a qui commencent à se présenter, je te regarde. Clémence? Ben, je pense que de toute façon, il y a cette opposition un peu historique entre l'Europe qui a cette tradition de beaucoup réglementer et la vision américaine qui est beaucoup plus à laisser place à l'innovation, à se dire que le marché va se réglementer de lui-même.
Ce qui d'ailleurs est intéressant, je trouve, c'est de voir que finalement, bon, l'Europe garde cette conception, mais les États-Unis glissent quand même de plus en plus, je trouve, vers une approche à l'européenne et notamment enfin, sur les données personnelles. Enfin, clairement, il y a eu un gros infléchissement parce qu'il y a un moment donné où il y a des intérêts économiques qui font que les entreprises américaines sont obligées de se conformer aux règles de l'Europe si elles veulent continuer à y avoir un gros marché. Euh, et du coup, forcément, ça influence l'un et l'autre, mais c'est vrai que cette notion est assez intéressante de voir les différences d'approche qu'on peut avoir. Après, c'est certain qu'il y a forcément un jeu de chat et de la souris, l'innovation va très vite, la loi prend du temps à être adoptée, elle est pourtant pensée large, et je pense que c'est ça aussi l'intérêt de ces réglementations comme le RGPD et l'IA, c'est qu'on pose un cadre qui est quand même très souple, qui pose des grands principes et de la responsabilité en interne des entreprises, qui permet justement de faire en sorte qu'on s'adapte le plus possible aux innovations qui vont venir et qu'on ne peut pas anticiper. Mais après, dans tous les cas, et pour avoir aussi une touche positive sur l'utilisation de ces données, c'est vrai qu'il y a aussi des usages formidables et qui nécessitent de traiter une énorme quantité de données. Je pense par exemple à des services sur tout ce qui va être lié à la santé, où on est capable aujourd'hui d'analyser tout un tas de données pour détecter qu'un patient va avoir une pathologie qui va potentiellement se déclencher. Waze, je pense qu'ici tout le monde l'utilise. On est tous très contents de pas finir dans les bouchons parce que Waze est capable d'analyser une quantité énorme de données et de géolocalisation de ses utilisateurs. Voilà, où je pense aussi à la SNCF qui commence à lancer des usages de mesurer le taux d'affluence dans ses wagons pour savoir où est-ce qu'on se positionne dans les RER parisiens souvent bondés ou même de savoir quand est-ce que son bus arrive. Enfin voilà, il faut dire que tout ça, c'est des usages qui sont possibles grâce à la donnée et qu'il y a aussi plein d'usages enfin, formidables et qu'on voudrait surtout pas brimer non plus. Et oui, parce que Internet, c'est aussi une grande zone de vie en commun, en fait. Donc, effectivement, ça peut nous permettre d'avoir une vision un petit peu plus large de ce qui se passe sur certains groupes voilà, concernés pour la santé, etc. Enfin, effectivement, l'alliance fait aussi une certaine force. Donc, on ne peut pas non plus essayer de cloisonner chacun safe dans son petit coin non plus. Nicolas, peut-être un point de vue sur ces questions? Euh, on a avec ces législations accompagné par un changement de la technique juridique, le changement quasi civilisationnel qu'on a connu depuis l'arrivée d'Internet. Comme l'expliquait ma consoeur, le législateur, la fabrique de la loi n'est pas assez rapide pour s'adapter à toutes ces législations, à toutes ces évolutions, pardon. Néanmoins, le fait de changer le mécanisme juridique, de ne plus faire comme on faisait avant, c'est-à-dire on détermine quel est le problème factuel, on apporte une réponse politique, on l'inscrit dans la loi, on détermine la nouvelle règle et on la met en œuvre sur des faits qui sont ceux qu'on avait étudiés pour créer la règle. Ça ne fonctionne, effectivement, ça ne peut plus fonctionner parce que, comme c'était dit aussi, on est submergé par les nouveaux usages et époustouflé aussi parce qu'on voit arriver, bon, on a tous été très étonnés de l'arrivée de la bascule dans le grand public des chatbots d'intelligence artificielle générative qui est arrivée littéralement du jour au lendemain avec un taux d'adoption qu'on n'avait jamais vu jusque-là, etc. Pour autant, la technique juridique européenne qui n'est pas nouvelle, mais qui a été principalement commencé à être mise en œuvre avec le RGPD et qui est la marque de tout le paquet numérique de tous ces textes, DMA, DSA, DA, IA Act, etc., c'est de nous dire, sur le territoire européen, on a des principes fondamentaux, on a des buts fondamentaux, pour employer une autre expression. On va vous donner une boîte à outils, comme l'est le RGPD, comme l'est la directive sur l'intelligence artificielle, le règlement sur l'intelligence artificielle, pardon, qui mêle les deux techniques, qui dit à la fois, il y a un certain nombre de choses qui vont être purement et simplement interdites. Donc ça, on fait du droit comme avant. On qualifie un certain nombre d'usages dans une démarche par le risque et on dit ça purement et simplement, c'est interdit. Principalement, le meilleur exemple, parce que ça fonctionne ailleurs, c'est la notation sociale.
qui fonctionne en Chine et que l'Union européenne a décidé comme étant contraire à nos valeurs, et donc l'a purement et simplement interdit dans l'IA Act. Mais pour le reste, on vous dit, voilà des mécanismes dont vous allez pouvoir vous emparer. Nous, législateurs, le législateur dit, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais voilà les principes que vous devez respecter et voilà les outils que vous pouvez utiliser. Et donc, je reviens à mon optimisme invétéré. Je pense que cette manière de faire du droit, qui maintenant n'est plus nouvelle, hein, le RGPD, c'est un texte qui a vraiment eu beaucoup de cas d'usage, qui a énormément de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne pour pour nous aider à comprendre définitivement comment il faut le mettre en œuvre, en plus de tout le travail des autorités compétentes, de toutes les règles, les documentations qui nous avaient été fournies. Eh bien, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir, et je terminerai par là, que en 2016, en 2017, les 4 premiers mois de l'année 2018, les gens nous disaient ça va faire pchit, ça va s'effondrer sur soi-même. Les Américains vont soulever un sourcil et l'Europe va abandonner cette législation. Alors effectivement, il y a le côté optimiste ou pessimiste, vers vide ou vers plein, mais le RGPD est toujours là. Il a été suivi de tout un paquet numérique où l'Europe s'empare au niveau européen, parce que ce n'est pas possible de le faire pays par pays, de la régulation des plateformes, de la régulation des services en ligne, de la régulation de l'intelligence artificielle, en apportant des règles qui effectivement empêchent certaines activités, clairement, mais ce sont des choix politiques. Et ce sont des choix politiques pour lesquels on peut être pour ou contre, mais qui ont au moins le mérite de respecter les valeurs qu'on a choisies en commun dans l'Union européenne. Donc derrière, il y a on revient à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, il y a les réactions des GAFAM, telles que, pour ne pas le nommer, mais sa réponse, et qui, quand on lui dit vous devez donner des moyens d'accès, met un prix trop élevé, change le prix ensuite et joue au chat à la souris avec l'Union européenne pour tester en permanence les limites. Mais après, je vous laisse estimer vous-même, les uns et les autres, est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que ça va dans le bon prix, ce que personnellement j'en pense. Vous avez réussi à convaincre Emmanuel. Ça sera la question de fin, Emmanuel. Face à cette évolution qui va vraiment de plus en plus vite, est-ce que vous êtes vous dites quand même satisfait de l'appareil législatif déployé? Je voudrais simplement clarifier ma position par rapport à des choses qui ont été dites, qui pourraient sembler s'adresser à mon propre exposé, mais j'en suis même pas certain. Je veux simplement clarifier le fait que on avait chacun un thème principal d'intervention aujourd'hui. Moi, j'ai choisi la publicité ciblée. Il faut bien comprendre tout ce que j'ai dit dans le périmètre spécifique de la publicité ciblée. C'est-à-dire qu'il faut pas voir dans tout ce que j'ai pu dire jusque-là une attitude globale par rapport européen, par rapport à la technologie. Enfin voilà, je suis ni un pessimiste ni un optimiste. Je me suis prononcé sur ce dossier-là, que je trouve être un dossier qui pour l'instant est mal régulé, mais j'essaie d'avoir des positions équilibrées. Par exemple, je ne suis pas spécifiquement anti-GAFAM, c'est-à-dire que quand j'appelle de mes voeux une régulation spécifique de la publicité ciblée, je ne dis pas, comme beaucoup d'autres, qu'il faut l'interdire. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faudrait qu'on se pose la question directement et à un niveau politique de ce qu'implique la publicité ciblée avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a des avantages. Il y a beaucoup de mes concitoyens qui n'ont pas envie de sortir leur portefeuille, même quelques euros par mois, et qui sont donc contents de bénéficier d'un financement indirect de leur service par la publicité ciblée, et qui ne voudraient pas que la publicité ciblée disparaisse. À côté de ça, il y a aussi des inconvénients, y compris assez abstraits, y compris un peu méconnus des citoyens que j'ai pu évoquer. Et donc, à mon avis, ce qui est acceptable ou pas nécessite un arbitrage politique. C'est ce que je voudrais dire pour finir. Je trouve problématique que ce soit aux autorités de protection des données, via des concepts qui ont été pensés pour le droit commun des données personnelles, alors qu'ils sont peut-être mal adaptés à ce secteur précis qu'est la publicité ciblée. Je trouve que c'est compliqué de demander au CNIL de résoudre un dilemme politique, comme devrait le faire un Parlement ou comme devraient le faire les institutions politiques de l'Union européenne. Et donc, si vous voulez, les CNIL, elles font ce qu'elles peuvent avec les armes dont elles disposent. C'est-à-dire que si j'étais à leur place, je ferais sans doute pas mieux. Et simplement, ce que je veux, c'est que parfois, on s'aperçoive que derrière des couches de discussion extrêmement techniques, il y a des problèmes politiques à résoudre.
dans le numérique européen. La juste place de la publicité ciblée en est un. Donc j'entends aussi tout à fait ce que dit Nicolas Courtier, qui a raison, hein, qui dit il y a aussi un point de vue de l'industrie, qui est un point de vue qui se défend avec des vrais arguments. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et vraiment, quand j'appelle de mes voeux une législation spécifique, ça veut dire tout ce que ça implique, c'est-à-dire se réunir avec les différents groupes d'intérêt, ils argumentent et que le personnel politique, à l'échelle de l'UE, arbitre dans un texte clair dédié à cette question. Je pense que la question est suffisamment importante au niveau mondial, en termes de chiffre d'affaires, en termes de place dans la vie des citoyens, pour qu'on lui dédie un texte spécifique. Il y a tellement de textes sur des points totalement mineurs de nos vies qui sont adoptés tous les jours. Et là, ce texte-là n'arrive pas, sans doute parce qu'on pressent qu'il y aurait un blocage politique. Moi, je pense que mon intuition, c'est qu'au niveau de l'Union, il serait peut-être difficile d'obtenir un consensus entre les États membres autour de cette question de la publicité ciblée. Il y a quand même des blocs d'États qui sont plutôt très, très pro-protection des personnes, d'autres qui sont plus pro-business. Le RGPD a été durement négocié, ça a été très difficile. Peut-être que l'Union européenne n'a pas lancé cette discussion parce qu'elle sait qu'elle ne parviendrait pas à son terme. Mais c'est un problème. Et ça n'est pas au CNIL de faire le service après-vente de cet échec politique. Et ce n'est pas un problème qu'on résoudra non plus pendant cette conversation à laquelle nous arrivons déjà à la fin. Ma phrase n'est pas tout à fait française, mais enfin, vous m'avez comprise. Merci encore. Très bonne journée à tout le monde et puis au plaisir d'échanger Merci. longuement. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.